On repart. Léonidas, tu travailles avec pas mal d'entreprises. Tu es d'ailleurs... Délégué général de l'Open Internet Project. Voilà. Qui rassemble beaucoup d'entreprises, une vingtaine d'entreprises de la tech française et européenne, qui pour une grande part d'entre elles sont confrontées à des abus de position dominante de GAFA, au premier titre desquels Google. Et nous sommes partie prenante dans un certain nombre d'actions qui ont valu à Google quelques milliards d'amendes. Je vais résumer rapidement les épisodes précédents parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Rendre hommage à un activiste, il est allemand ou autrichien, monsieur Schrems? Il est autrichien, je crois. Activiste allemand ou autrichien, je vous dirai ça demain, qui fait se lever la Commission européenne, en gros en disant l'ensemble de vos dispositifs, Safe Harbor, etc. et tout, c'est du vent. Les données privées des citoyens européens vont bel et bien aux États-Unis où ils servent à remplir les poches des GAFA. La Commission, contrainte et forcée, est obligée de bloquer ce transfert de données. Vous vous souvenez de l'épisode où Facebook dit si c'est ça, on va arrêter l'Europe. Ils n'ont pas arrêté l'Europe. Problème sur un outil dont se servaient énormément d'entreprises, Google Analytics. Là aussi, tout repart aux États-Unis avant de revenir en Europe pour que les entreprises européennes qui utilisent Google Analytics puissent s'en servir. Donc on est dans cet entre-deux. Et là, la semaine dernière, visiblement un accord entre la Commission européenne et les États-Unis. Joe Biden donc signe un décret. Les données européennes pourront partir librement aux États-Unis où elles seront sous la surveillance, d'une agence indépendante. Comme quoi, il faut faire gaffe. L'agence indépendante des données qui sera souveraine vis-à-vis de la CIA, vis-à-vis de Bertrand, qui sera souveraine dans le cadre de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique quand même, mais qui sera souveraine pour savoir si ces données sont utilisées à bon escient ou pas. Est-ce qu'on a vendu, et donc on lit à droite à gauche cette phrase qui m'intéresse beaucoup, est-ce qu'on a vendu nos datas pour du gaz naturel liquéfié qui, soit dit en passant, va nous permettre de passer l'hiver? Léonidas. Moi, je suis très inquiet de ce type d'accord qui sort dans la presse une fois qu'il a été négocié. Bon, donc on voit le résultat après coup. La grande difficulté, elle est dans notre capacité à faire tout seul. La raison pour laquelle il y a des débats qui ne sont pas tranchés entre les acteurs français et européens sur Google Analytics, c'est que c'est un outil qui est très difficile dont il est très difficile de se passer. Donc les acteurs concernés adoreraient dire passons-nous Google Analytics, faisons avec d'autres outils et utilisons ceux que nous avons sur le marché européen. Et quand il n'y en a pas, on dit on va faire avec Google Analytics. Et si on le coupe au nom de la souveraineté, quand on n'a pas d'alternative, on ne peut pas couper. Donc, on désarme les entreprises. La vraie bataille, elle est dans le fait de la capacité de s'armer, de devenir souverain, de mettre nos industries en capacité d'avoir les financements nécessaires pour se développer, d'arrêter d'avoir un tropisme de géants du numérique, parce qu'on a quelques boîtes qui sont des pépites extraordinaires, à 3-4 ensemble, elles font exactement la même chose que Google, Amazon ou Microsoft, sauf qu'au lieu d'avoir un seul devant soi, on en a 3-4, et que l'État et les grands groupes ne doivent pas avoir 3-4 entreprises devant elles veulent avoir un seul interlocuteur. Donc nous aussi, on a des progrès à faire, mais faisons ces progrès pour que on ne soit pas uniquement à courir après de la régulation dans laquelle on est soumis à des intérêts qui nous échappent totalement. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle, mais elle nous met au défi de faire mieux pour que nous puissions sereinement dire on coupe Google Analytics et ce n'est pas un problème parce que on a ce qu'il nous faut chez nous. Tant qu'on n'a pas ça, on est totalement dépendant de décisions dans lesquelles les paramètres géostratégiques l'emportent sur nos intérêts à long terme. La bataille est encore longue. Mais je ne peux pas dire en soi, c'est un scandale épouvantable, jamais il aurait fallu. Non, et puis, voilà, on a besoin de gaz, quoi. C'est un moment dans cette histoire compliquée et pour laquelle l'objectif doit être très clair. Nous devons être capables de faire chez nous. Et pardon d'ailleurs de dire à ce point, parce que je crois que c'est essentiel, dès que nous sommes capables d'avoir un outil totalement souverain par rapport à nos principes européens, c'est-à-dire le respect dans l'architecture même du RGPD, ça devient des produits qui sont vendables à l'extérieur.
la marque souveraineté n'est pas uniquement une souveraineté européenne. La souveraineté, c'est le fait que les données sont entre les mains souveraines de celui qui les a produites. Et ça intéresse des acteurs en Asie, des acteurs en Australie, des acteurs en Amérique du Sud. Et donc nous avons une formidable capacité à exporter cette marque souveraine, parce qu'elle n'est pas une souveraineté étriquée d'entre nous, elle est une souveraineté qui donne de la liberté à tous ceux qui ont de la donnée et qui doivent la protéger. Erwan ? L'exposé de clair. c'est clair. Ouais, on est d'accord. J'avoue que j'ai pas de catéchisme là-dessus, parce qu'il y a malheureusement certaines nécessités fait loi, effectivement, pour cet épisode, juste pour cet hiver, mais je suis d'accord sur la vision de long terme, mais malheureusement on en est très loin aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'on en soit si loin. En tous les cas, il faut l'atteindre. On n'y est pas encore. Je pense que c'est à portée d'abord, le chemin que l'on a parcouru est colossal, ne serait-ce qu'en 5 ans. Je vois bien d'ailleurs la différence radicale d'approche de la souveraineté qu'il y a au secrétariat d'État au numérique aujourd'hui, avec son nouveau secrétaire d'État, Jean-Noël Barrot, et chapeauté par Bruno Le Maire. Il ne voit plus du tout aujourd'hui la souveraineté comme étant le fait de prendre du Microsoft ou du Google en mettant du bleu rouge dessus. La souveraineté, c'est une vision industrielle pour laquelle on doit être capable d'être autosuffisant. Et cette approche-là, aujourd'hui, elle existe. C'est pas la même que celle qui existait depuis 5 ans. Non, je pense que le chemin n'est pas très éloigné. T'es le seul à connaître le secrétaire d'État à l'économie numérique. C'est un homme estimable qui vient d'être réélu député dans sa circonscription depuis lundi matin. C'était il y a 2 jours. J'en doute pas. Bertrand, un mot là-dessus ? Non, je n'ai rien à rajouter. Je crois que Léonidas a très bien posé les enjeux du sujet, effectivement. Alors allons-y avec chômage retraite réforme, l'autre gros morceau du moment. Assurance chômage, tu nous avais bien expliqué, Bertrand, que donc là, en fait, on a voté le principe de la réforme. C'est ça ? Oui, c'est ça. Pas le mécanisme, en fait. Oui. Non. Et on a voté aussi une deuxième chose, c'est le fait que l'État puisse, 1 an de plus, tout faire par décret, sans passer par la négociation. Donc en fait, la négociation de l'assurance chômage est morte, définitivement. Parce que c'est le mécanisme donc d'indexation en fonction de la conjoncture, en fait, il va être décidé par décret. Par décret. Bien sûr, oui. Sur un coin de table, oui, bien sûr, oui. C'est fabuleux. Écoute, bon, voilà, donc ça c'est fait. Non mais alors, ça paraît terrible. Enfin, ça paraît très bizarre, mais enfin, ça fait quand même belle lurette que c'est l'État qui décide de l'assurance chômage quand même. C'est pas nouveau. Ouais. Voilà. Mais oui, je me souviens. Parce qu'il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte et que ces paramètres, c'est pas tout à fait évident de les suivre par la voie législative. Donc c'est pour ça qu'il y a un mandat du législateur donné aux réglementaires pour prendre des décisions paramétrées sur les circonstances au moment où on les prend. Oui, enfin, c'est ça, mais la loi ne définit même pas les paramètres qu'il faut prendre en compte. Enfin, si, alors il parle peut-être du taux de chômage, je suis même pas sûr. Mais enfin, ça reste assez, ça reste très général. Oui, bien sûr, oui. Cette idée de pilotage, avec le problème rétrospectif que je montrais, que j'ai expliqué. Le dernier taux de chômage qu'on connaît, enfin les derniers taux de chômage qu'on connaît, c'est le troisième trimestre. Ben, on l'a pas encore. On n'a même pas le troisième trimestre 2022. Donc, si pour l'année 2023 extraordinairement incertaine, on prend des décisions basées sur un taux de chômage totalement obsolète, et qu'on prend parce que c'est le dernier qu'on connaît, ça peut causer des catastrophes. Et imaginons qu'on rentre en récession, c'est peut-être pas le moment de durcir l'assurance chômage. Non, oui. C'est-à-dire, dans le principe, tu dis bien sûr, et en fait... surtout en ce moment, enfin, c'est un très, peu très compliqué à... Voilà. Parce que c'est ça, en fait, tu te dis, 7,3, tu auras une autorité indépendante du taux de chômage. Voilà, 7,3, il n'y a pas de problème, on peut commencer à serrer les... Or, la récession est devant nous, quoi. Oui. Et donc, Oui, mais est-ce que nous n'avons pas, avec ce texte, bâti un système qui est capable de se retourner plus rapidement qu'en convoquant le Parlement ? Il faut être sûr. Non, enfin, avant, c'était les partenaires sociaux qui signaient une convention pour 3 ans, mais qui pouvaient la revoir en temps réel. Mais je dis pas que le système antérieur était bon, puisque les partenaires sociaux étaient incapables, pendant de très très nombreuses années, de faire des réformes de l'assurance chômage.
Bon, et on ne peut pas non plus dire que la situation actuelle était totalement optimale, parce que je pense qu'on peut collectivement autour de cette table considérer que quand il y a autant de centaines de milliers d'emplois à pourvoir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très, très bien ajusté sur le marché du travail. On est parfaitement d'accord. Voilà. Donc personnellement, je suis plutôt favorable à... Mais est-ce que c'est en réduisant les cotisations que tu vas l'ajuster? C'est ça le sujet? Non, mais je pense que nous sommes tous en mesure de témoigner de personnes qui se retrouvent au chômage et qui se disent, bon, je vais reprendre mes recherches dans 3-4 mois. Et en soi, c'est... voilà, il y a, je pense, une forme de mise sous tension d'un marché, quel que soit le marché, qui n'est pas une absurdité. Là où je suis totalement d'accord, c'est quand on est sous tension, que l'on cherche et qu'on ne trouve pas, c'est pas à ce moment-là qu'il faut durcir les règles. Mais je crois qu'on est dans un entre-deux. D'ailleurs, c'est probablement un sujet que l'on abordera également sur l'emploi des seniors, parce qu'il y a aussi un autre paramètre. Ça commence aujourd'hui, je crois. C'est que lorsque l'on a un chef d'entreprise qui peut mettre au chômage un senior en lui disant, mais vous en avez pour 3 ans devant vous de chômage, donc vous n'êtes pas dans la difficulté. Cette idée que l'on met quelqu'un au chômage et que comme il a 3 ans devant lui, c'est pas bien grave, c'est une incitation à faire du délestage de seniors. C'est, je pense... Non, et puis ça peut être, Léonidas, ça peut être aussi le senior lui-même qui, grâce à la rupture conventionnelle, va voir son patron en disant, écoutez, là, j'ai 3 ans devant moi, on se met d'accord. Non, mais des deux côtés. Ah, mais bien sûr. Et des deux côtés, c'est pas ça. Des deux côtés, c'est pas ça. D'accord. Oui, parce que, alors, je trouve quand même brillant, pour le coup, voilà, deuxième fois, la façon dont le gouvernement mène, enfin en tout cas, donc ça va être 3 cycles de consultation. Donc là, hier, et on va en reparler, a commencé emploi des seniors et prévention de l'usure professionnelle. Voilà. Puis nous aurons ensuite justice sociale et équité. Ça, je trouve ça très malin. Pourquoi? Parce que tu mets en même temps le minimum vieillesse et la fonction publique. C'est malin. Enfin, je sais pas ce que c'est malin. Et puis ensuite, le gros morceau avec l'équilibre financier et donc l'âge légal ou la durée de cotisation. C'est la nouvelle, le nouveau sexe des anges. Il n'est pas absurde que l'on mette cette fois-ci le débat sous tension. Le débat est capé dans le temps. On sait que le calendrier... Et c'est du one-to-one, il n'y a pas de grande réunion, hein. C'est one-to-one entre Dussopt et les organisations syndicales. Il a commencé d'ailleurs, le mouvement éthique a été reçu, sa présidente a rencontré le ministre pour un certain nombre de sujets, notamment un certain nombre de sujets qui ont été retenus dans la réforme, et je pense en particulier à cette possibilité qu'il y avait de ne pas se présenter 3 fois de suite chez son employeur, et au bout d'un certain nombre de lettres recommandées, on se retrouve au chômage. Ah, l'histoire de l'abandon de poste, là? Oui, absolument. C'est un sujet ça m'a beaucoup intéressé. C'est pas le sujet peut-être marginal, pas marginal, etc. et tout, mais j'ai lu des papiers là-dessus passionnants sur le désarroi que j'imaginais pas. Oui, mais dans des TPE, des PME, tout à coup le gars est plus là. Le gars est plus là. L'erreur. Alors je tiens à le dire parce que surtout ne le considérez pas comme démissionnaire. Si vous le considérez comme démissionnaire, alors vous serez rattrapé au prud'homme, parce qu'une démission doit être claire et sans ambiguïté. Et voilà. Donc surtout, vous pouvez suspendre son salaire, j'ai appris ça, vous pouvez suspendre son salaire, mais surtout pas le considérer comme démissionnaire. En l'occurrence, voilà un sujet qui a été abordé par le mouvement patronal éthique et dont le ministre s'est saisi et qu'il l'a réglé dans ce texte. Je trouve que c'est une méthode qui est plus intéressante que des grandes messes spectaculaires. On en a eu quasiment un quinquennat entier de spectacles. Voilà, et on a vu le résultat. Donc peut-être que l'on va arriver, non pas à une réforme qui se fera dans le consensus irénique, mais en tous les cas, peut-être que en donnant moins le spectacle du débat, on donnera peut-être moins le spectacle du conflit. Mais je crois que le consensus irénique... Oui, on sait de quoi on parle. Ça va être compliqué. Bertrand, je ne sais plus si je t'avais posé la question, tu as une religion sur âge légal ou durée de cotisation, puisque c'est ça va être le grand débat final, finalement. Si on veut rapporter le plus d'argent possible et rapidement, c'est l'âge légal. Tout simplement parce que si on recule, ce qui est déjà prévu d'ailleurs,
dans la loi Touraine, hein, si on recule au-delà de 43 ans, puisqu'on va vers 43 ans de cotisation, pour avoir la retraite à taux plein. Si on la recule, il va y avoir des gens qui vont partir avant d'avoir le taux plein, tout simplement. Donc l'effet sera moins important que si il est interdit de partir, de liquider sa pension avant. Oui, mais ceux qui partent avant d'avoir le taux plein, par définition, n'auront pas le taux plein. Bah oui, donc ils font un choix, ils arbitrent. Il leur manque quelques trimestres seulement, donc ils auront 5% ou 6% de moins. Et puis c'est des gens qui ne travailleront pas. Puisque le problème derrière tout ça, c'est d'augmenter le taux d'activité dans les seniors. C'est la mère de toutes les batailles. Le sujet, il n'est pas que financier. Alors d'abord... C'est pas seulement les cotisations retraite, c'est aussi toutes les cotisations sociales et la richesse produite. Bah oui. Par le travail. Bah oui, dans un contexte démographique qui n'est pas hyper favorable, où on cherche des sources de croissance, les sources de croissance, il y en a que deux. Il y a la croissance de la population active et la productivité. Voilà. Donc il faut faire quelque chose sur les deux tableaux. Voilà. Erwan, donc le sujet, il est là. Attends. Le sujet, il est là. D'accord avec parce que je lisais là chez LR, il commençait à y avoir un petit peu de tension autour de ce sujet, et donc les jeunes LR, notamment Aurélien Pradier, etc., disent au bout de 20 ans, il y a un équilibre parfait entre durée de cotisation et âge légal. Donc en fait, cet âge légal est un chiffon rouge qu'on agite pour faire le matamor de la réforme. Ça sert à rien. Au bout de 20 ans, la durée de cotisation, c'est trouvé aussi efficace. Qui est j'entends. Vrai, qui est qu'il y a des gens qui vont partir simplement avant l'âge. J'entends. Ouais, j'entends. Je pense que si on fait une réforme des retraites sans parler de deux piliers essentiels qui sont celui de la dichotomie de taux de chômage qu'on a selon les catégories socio-professionnelles, parce que on parle du chômage des seniors effectivement, mais quand on est un senior non qualifié, aujourd'hui en France, on a 11,3% de taux de chômage. 3,7% si jamais on est un cadre, bac plus 5. Quand on est un senior non qualifié, le taux de chômage, il est quasiment de 45-47%. Tu dis au-dessus de 55 ans ? Au-dessus de 55 ans. Donc, 45% des non qualifiés sont au chômage au-dessus de 55 ans. Qualification infra-bac. Au chômage ou inactif. Au chômage ou inactif. inactif. Voilà, c'est ça. Inactif. Donc tant qu'on n'aura pas touché à ça, je pense qu'il y a, en plus derrière ça, il y a un sujet de pénibilité. En Suède, je rappelle, départ à 67 ans à taux plein, porter un carton, il n'y a aucun problème sur la pénibilité. Porter un carton en Suède, c'est pas plus dur que de le faire en France. La différence, c'est que quand vous portez des cartons à 20 ans en Suède, la société est dans le devoir de vous offrir une formation pour qu'à 24 ans, vous le fassiez plus. En France, t'as pas de diplôme, tu es considéré comme un nul, tu portes des cartons à 20 ans, à 50 ans, tu continues de porter des cartons. On s'en fout que tu aies 3 hernies discales, que tu sois opéré des 2 canaux carpiens, tu n'as pas de diplôme, tu n'es qu'un nul, tu sais faire que porter des cartons. Au Danemark, la formation professionnelle est constitutionnalisée. C'est un droit constitutionnel d'avoir droit à la formation professionnelle. Donc tant qu'on n'aura pas touché à ça, le côté pénibilité, etc., donc on créera des chiffons rouges autour de l'âge des... Je suis totalement, mais 1000 fois en phase avec ce qui vient d'être dit. Pourquoi est-ce que Roux de Bézieux, ce matin dans les Échos, Roux de Bézieux, il dit je préfère qu'on parle d'usure professionnelle plutôt que pénibilité? Parce qu'il dit pénibilité, ça veut dire les accords pénibilité, les comptes pénibilité qui sont ingérables. Parce que les chefs et donc parlons d'usure professionnelle. Les chefs d'entreprise sont traumatisés par les comptes pénibilité. Parce voilà, qu'il fallait noter du tout. Mais le bruit, la ventilation, la lumière, tout. Puis la pénibilité, c'est pas forcément que physique. Aujourd'hui, le premier métier considéré comme pénible par la DARES, c'est caissière. Parce qu'il y a l'invisibilisation, parce qu'il y a des TMS qui sont aussi très forts. Alors, caissière ? Caissière, c'est le métier le plus pénible par la DARES. Et la DARES, ils sont allés vraiment dans la finesse de la... Mais aujourd'hui, justement, c'est extrêmement pénible. Oui, mais enfin, le gars qui est toute la journée derrière un marteau-piqueur... Non, mais c'est pour ça que la pénibilité, elle a plusieurs formes. Et plutôt que de se dire, on va faire des comptes administratifs pour créer des fonctionnaires qui vont aller regarder le nombre de kilogrammes qui est porté par minute, etc., il faut qu'on ait un plan de destruction de ces emplois les plus précaires là. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que le métier le plus pénible étant le métier de caissière, pourquoi est-ce on ne s'est pas dit, il faut qu'on supprime les 300 000 emplois de caissière qu'il y a aujourd'hui. On a moyen de les automatiser. Il y a des exemples de formation, des mecs qui sont un petit peu équilibrés d'un point de vue mais intellectuel. là, alors, mon vieux, je te parlais de l'ouverture du journal de RTL, mais là, c'est toutes les meilleures RTL, ils ouvrent avec ça, mais justement, moi, mais non, mais c'est politiquement qu'on y arrive pas. Mais si, moi, je te mets le truc en face. Oui, ça se fait petit à petit. Je te mets le truc en face, Stéphane. Pour mon premier bouquin, on peut pas faire depuis, mais pour mon premier bouquin, je m'étais intéressé à l'automatisation. J'avais rencontré un DRH dans le Grand Est qui me disait, moi je recrute, qui était situé à côté de Strasbourg, donc grande école de management à côté, il me dit, moi je recrute que des caissières, 50 ans, pas de diplôme, 20 ans d'expérience minimum. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 compétences tacites à recycler, la capacité d'empathie, la capacité de résilience et la capacité d'associer des biens de consommation entre eux. Ces nanas-là, je les prends, je double leur salaire, elles ont 20 points de réussite en plus semestriel par rapport aux grands mecs qui sortent justement bac plus 5. Mais ça veut dire, elles sont pas caissières à ce moment-là, elles sont dans le magasin. 20 ans. Non mais justement, ils ont recyclé, ils les ont pris comme
commercial, il faisait Voilà, déjà c'est pas ça. autre chose. Mais tu peux justement, en formant, 3 mois de formation, tu peux justement... C'est vrai. Mais aujourd'hui, tu es dans une France de statut, tu es caissière à 20 ans, tu seras caissière toute ta vie. C'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, tant que tu casses pas ça, et ça les organisations syndicales sont extrêmement complices là-dessus. Et dans ces cas-là, malheureusement, tu agites la borne de 65 ans qui économiquement peut se justifier, économiquement peut aussi être inefficace. Mais donc du coup, en fait, toutes ces personnes-là qui font des métiers pénibles, qui les font à 35 ans, qui sont déjà cassés, se disent, moi je vais crever effectivement au boulot. Donc là, ces gens-là qui... Aude Bézieux, il dit ce matin, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est une commission santé. Donc, il n'y a pas... tout le monde peut être victime, en fait, d'usure au travail, quel que soit ton job. Et donc, il faut... c'est simplement la médecine du travail, voilà, qui, à un moment, doit dire, lui, il est usé, lui, il n'est pas usé, lui, il faut qu'il s'arrête, lui, il faut qu'il continue, etc. Ça me semble pas idiot. Enfin, en tous les cas, les comptes pénibilité où il y avait, je ne sais plus combien de dizaines de cases qu'il fallait cocher, ça, c'était un cauchemar. Mais je trouve, en revanche, que petit à petit, on est en train de voir émerger les vrais débats sur le monde du travail. Celui que tu viens d'évoquer, il est fondamental. La question du travail en biseau, pas partir à la retraite du jour au lendemain, mais partir progressivement à la retraite sur plusieurs années, en travaillant de moins en moins. Les questions de la transmission, les questions de la double, du tuilage avec des jeunes. Je trouve que tout ça sont des choses qui sont infiniment plus intéressantes qu'effectivement ces guerres de totem autour des âges. Il y a deux choses différentes. Il y a ce que vous dites, que je partage totalement. C'est-à-dire qu'il y a un sujet pénibilité, il y a des spécificités françaises qui fait que malheureusement on n'est pas comme le Danemark et qu'il y a un problème de comportement des entreprises et du système de formation. Et puis il y en a un autre, alors là qui est très condamnable, qui est de dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que une partie des opposants à la réforme des retraites disent qu'il n'y a pas de problème économique et financier. Bon, et ça c'est absolument irresponsable. Donc il faut essayer de tenir les deux sujets. Ce qui n'est pas faux, si tu oublies ce chiffre que moi-même j'ai oublié, que toi tu connais par cœur, le taux de prélèvement, 28% du salaire brut. Oui. 28% du salaire brut. Donc oui, notre régime est plus ou moins à l'équilibre, mais en pompant 28% du salaire brut. Donc il ne faut pas se plaindre après de pouvoir d'achat. Exactement. Non, mais c'est toujours pareil. Avec une diminution assumée de 30% des pensions de retraite dans les 30 prochaines années. Oui, c'est ça, voilà. Oui, donc, assumé, on diminue 30% donc des retraites. C'est au prix effectivement de l'appauvrissement progressif, relatif des retraités, et c'est au prix d'une ponction sur les actifs qui est totalement invraisemblable, actifs qui ensuite vont avoir des pensions très faibles. Donc il y a quand même des générations sacrifiées dans cette affaire. Donc c'est un appauvrissement, c'est une inégalité intergénérationnelle et c'est une catastrophe économique. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que si on se concentre sur la borne d'âge, comme le fait le gouvernement aujourd'hui, en fait, toute réforme qui sauvegardera le système par répartition est vouée à l'échec. Parce que démographiquement, on voit que quelles que soient les simulations du corps, je me suis farci 349 pages du rapport du corps, et en plus cette année, ils ont donné toutes leurs données en open data. Là-dessus, ils ont fait un formidable travail. Donc tu peux t'amuser après. C'est un élément de pénibilité. Non, moi je prends beaucoup de plaisir à ça, donc c'est un non pénibilité, mais j'ai comme ça que j'occupe mes soirs. Les week-ends d'Erwan. Mais non, juste les soirs. Vision professionnelle. Je ferai plus ça. Je ferai plus ça. Quoi, chérie ? Écoute, open data. Annule le dîner, chérie. On sort pas. Vision professionnelle te guette. Et tu vois qu'en fait, quelle que soit la borne d'âge, ce qui est intéressant, c'est quelle que soit la borne d'âge, parce que tu as des distorsions aussi au niveau du taux de chômage, etc. Le système par répartition est mort et enterré, quoi qu'il arrive. Parce que tout simplement, on vit beaucoup plus longtemps. Donc à moins de porter, j'ai regardé, c'est comment cette... Mais même à 65 ans ? Il faudrait qu'on soit à 67, 69, 70 ans pour que tu n'aies pas de perte parce que ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes la décorrélation entre le niveau de vie des actifs et le niveau de vie des retraités. Bien sûr. Tu passes de 105% aujourd'hui, qui est une anomalie, je suis d'accord, à 73, 72% selon les... Attends, lentement, tu vas trop vite sur des chiffres aussi importants. Aujourd'hui, le niveau des retraités est supérieur. Mais bien sûr, 5% supérieur. 5% supérieur au niveau des actifs. Et tu passes tout compris, c'est pas que les retraites, c'est aussi parce qu'ils sont propriétaires, voilà, ils sont tout à fait. rentiers. Bien sûr, bien sûr. Mais qu'ils ont pu devenir propriétaires parce qu'ils avaient aussi un taux de prélèvement qui était moindre. C'est pas le niveau des pensions qui est 105% au-dessus des salaires. Mais même le taux de et donc du coup, il va diminuer entre 72 et 78%. Et ce qui est intéressant, c'est... En combien de temps ? Alors, ça commence à baisser à partir de 2042, parce que 2042, tu as une rupture générationnelle en fait, qui fait que la population active a son pic en 2040. Donc du coup, là, pour le coup, tu vas perdre 50 000 actifs par an jusqu'en 2050 et 35 000 actifs par an jusqu'en 2070. Tu continues... Et tu veux demander à un responsable politique de faire aujourd'hui des réformes
quelque chose qui viendra en 2042. Bah, Oui, mais normalement, c'est peut-être précieux d'avoir politique, un à la politique politique, qui ne je peut vois pas se représenter à la fin de son mandat, parce qu'il est potentiellement capable d'avoir un calcul à court terme et de prendre un sujet comme celui-là. Et un grand débat, c'est Leonidas, parce qu'il perd aussi, tu sais, les Américains parlent du canard à la tête coupée. Il perd aussi le pouvoir de faire passer ses réformes. Chirac ne pouvait pas se non, représenter. mais c'est peut-être maintenant qu'il a raison de vouloir aller vite, parce que c'est maintenant qu'il a encore la capacité mais c'est pas la de bonne faire cette réforme. Parce que la bonne réforme, elle est quoi? Capitalisation. Capitalisation. En plus, il y a un levier. À partir de 2028, tu as une baisse tendancielle justement du nombre de retraités jusqu'en 2041 parce que justement tu as la montée en charge de Touraine et tu as les baby-boomers qui meurent. Et en fait, nous, on a estimé que c'était entre 0,8 et 1,1 point de PIB en surplus par année que tu pouvais dégager grâce à ça. Alors, tout paramètre inchangé, taux de cotisation, taux de PIB, taux de pension, etc. Si jamais tu le mets chaque année, c'est quasiment 20 milliards d'euros dans un fonds. Au bout de 15 ans, au bout de 15 ans, avec un taux à 4% de rentabilité en capitalisation, ça permet de reverser à partir de 2042 où ça te baisse, ça permet de reverser entre 900 et 1500 euros par an par retraité. Tu touches à rien d'autre. Et en plus, tu offres une retraite par capitalisation aussi bien aux ouvriers mais et pas aux... Tu vas pas loin entre 900 et 1500 euros par... C'est-à-dire ton fonds de capitalisation, tu commences maintenant. Oui, mais Stéphane, je répète ce que je t'ai dit. C'est des centaines de milliards qu'il faut accumuler. Juste avec le surplus, tu arrives à 500 milliards d'ici 15 à 18 ans, les projections qu'on a fait. Et non, mais juste avec 4% de rentabilité par an, le seul fonds aujourd'hui qu'on a qui est géré par l'État en capitalisation, c'est Préfonds, la RAF. Il a affiché 9% de performance en 2020. L'autre caisse par capitalisation, qui est celle des retraites des pharmaciens, elle a affiché 10% en 2020. Et les pharmaciens, ils ont réussi à partir à la retraite 2 ans plus tôt grâce à ce fonds-là avec une pension qui augmente. Donc, et là, je te dis ça à paramètre inchangé aujourd'hui. Après, tu peux faire le choix politique de dire bascule de répartition par capitalisation. Donc, tant qu'on n'ouvre pas ce débat-là, à mon avis, toutes les autres réformes, c'est de la littérature et de la poésie. Mais vous ne croyez pas quand même... l'histoire des seniors, c'est une révolution culturelle totale. Moi, j'ai l'impression qu'on le prend un peu à la légère, même quand comme tu en parles, Erwan Serre, même avec de la formation, etc. Et tout, mais cette idée, parce que il faudrait accepter des carrières descendantes. Oui, c'est ce qu'on disait en biseau. Oui, mais personne. Enfin, je suis le premier concerné. À un moment, en fait, t'es dans une carrière ascendante et à un moment, t'arrives. C'est pas forcément d'ailleurs ton niveau d'incompétence, mais c'est simplement à un moment, tu peux pas monter plus haut, tu peux pas. Et donc, personne à ce moment-là n'accepte de redescendre. Tu comprends? Même en termes de management, je ne sais pas comment tu peux gérer une redescente. Il y a d'autres pays qui arrivent très bien. Je pense que nous avons effectivement un problème culturel vis-à-vis des seniors et que le rôle peut évoluer, qu'on peut avoir un rôle de conseil, on peut avoir un rôle pour étendre l'entreprise dans d'autres régions. Enfin, véritablement, je ne crois pas en tous les cas que ce soit dans une guerre de tranchées avec un stylo de législateur qu'on règle des sujets comme cela. Je pense qu'il est temps que ce débat, qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait des entreprises qui prennent en main l'accompagnement de seniors. Mais les chefs d'entreprise aussi ont une grande responsabilité dans le fait qu'il y ait un taux si faible d'emploi des seniors. De ce point de vue-là, surtout les 60-64 ans, d'ailleurs. Nous allons avoir au sein d'Éthique une position collective sur le fait que nous allons identifier quelles sont les entreprises qui peuvent garder en leur sein plus longtemps que ce qui était prévu des seniors, parce qu'on pense que c'est de la responsabilité individuelle. Bertrand? Oui, enfin, comment dire, je suis d'accord avec tout ça, mais vite, ce qui détermine qui est un senior, c'est le système de retraite. Donc on ne peut pas dire que le système de retraite, il doit être réformé au bout d'un processus. Il est lui-même un élément fondamental. Si la retraite est à 55 ans, je suis désolé, on est senior à 40. Oui. Bon, quand la retraite était à 60, les entreprises vous regardaient bizarrement dès 45 ans. Donc à 65 ans, on est senior à 45 ans, on le forme. Ah bah bien sûr. Bien sûr, parce que c'est très gentil, toutes ces affaires, il faut constitutionnel, droit à la formation, etc. La vérité, c'est que si on peut partir à 60 ans, aucune entreprise et aucun individu ne voudra être formé à partir de 55 ans. On est bien d'accord. Voilà, alors que si la retraite est à 65 ans et qu'on est coincé sur le fait qu'on ne peut pas partir avant, 55 ans, et l'employeur et le salarié sont bien obligés de se projeter dans l'avenir. D'où encore l'importance de l'âge légal.
Mais évidemment, par rapport à la durée de cotisation. Ça permet de ancrer le. Mais il faut aussi une durée de cotisation. Mais oui, je comprends. Ça permet de bouger le curseur. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ancrer les anticipations. Hein, mais oui, pour venir. Voilà. Formule magique. Et je dis pas. économique. Et voilà, et c'est brutal, c'est bête, c'est pas très raffiné. Je suis d'accord sur ce qui a été dit sur la capitalisation. Voilà. Mais bon, dans l'urgence où on est, c'est peut-être la moins mauvaise réforme possible. Merci à tous. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain pour d'autres débats.